Alors du coup, un petit bilan du live de la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Les idées que vous avez eues par rapport à ce que j'ai proposé comme exercice, etc. Est-ce que vous pouvez me faire des petits commentaires, s'il vous plaît, Clotilde, Yannick et Sandrine? Donc, j'ai hâte de vous lire. Oui, là, non, j'ai pas besoin de redescendre encore. Alors. C'est vrai que c'est long ce décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où ça m'arrive en lecture, c'est toujours un peu long. Salut Hélène, donc je disais la question c'était qu'est-ce qui s'est passé depuis le live de la dernière fois? Qu'est-ce que ça a fait comme effet? Qu'est-ce que vous avez eu comme idées qui vous sont venues? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça vous a donné comme prise de conscience, etc. Alors, cette fois, il faut que je bouge ma souris pour lire. Alors, Yannick, moi, j'écris ma phrase positive tous les matins. Yes, Yannick, c'est bien. Hélène, ça bugne, ça bugue. Ça peut grave chez moi. L'image et le son. Je suis désolée, Hélène. Il faut déménager, madame. Sandrine, ça a commencé à débloquer l'opinion négative que j'avais de l'argent. Très bien. Hello, Yannick. Très bien, très bien. Donc, Yannick, on est en train de faire un petit point sur ce que ça a provoqué la dernière fois. Alors, mes devis sont beaucoup plus au juste prix. Très bien. Alors, après, maintenant, il va falloir qu'ils soient acceptés. Est-ce que tu es à l'aise avec, Sandrine, quand tu les proposes, tu es prête à répondre aux objections? Alors, normalement, on dit toujours qu'une vente bien préparée, il n'y a pas d'objection. C'est pas, en fait, c'est pas le devis le prix qui coince, quoi. Mais bon, on pourra peut-être voir ça tout à l'heure dans le prix, dans la section prix. Euh, alors, Sandrine, oui, je suis plus à l'aise. Tant mieux. Très bien, très bien. Alors, ce soir, on va parler justement prix, valeur et prix. Alors, encore quelques petites citations des personnes dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, il y en a une qui dit, pour une entrepreneur, créer de l'argent, c'est créer de la valeur. Donc, si on connaît sa valeur, on peut créer l'argent qui y correspond. D'où l'intérêt de connaître sa valeur. Donc là, on est borderline avec le syndrome de l'imposteur. Vous l'avez bien compris. Une phrase que j'avais mis, non, moi je n'ai pas mis celle-là, j'en ai mis une autre, mais de mon australienne préférée, c'est donc I serve, I deserve. Donc ça veut dire je sers, je mérite. Donc nous avons une valeur et nous méritons d'être payés à notre juste valeur. Ça va être le leitmotiv de cette séance-là. Donc, et donc une autre dit l'estime personnelle et le succès financier sont liés. Donc, on voit bien que la valeur, c'est lié à l'estime qu'on a de nous-mêmes et donc à son corollaire qui est le syndrome de l'imposteur. Du coup, j'ai pensé à un truc toujours en lien avec ce que j'ai fait l'autre fois sur nos croyances avec l'argent. Je me suis demandé quels souvenirs vous avez de l'argent de poche et de la façon dont il était géré par vos parents avec vous. C'est-à-dire à quoi il était lié. Moi, particulièrement, il était lié à t'as mal bossé, t'as des mauvaises notes, on te supprime ton argent de poche. Le truc qui finalement lui-même est complètement débile et ce qui lie vraiment l'argent à la valeur qu'on a, quoi. C'est-à-dire que tes passages où tu fais pas bien, tu as une mauvaise note, tu as mal travaillé, tu n'as pas d'argent. Et d'où ces croyances qu'on a, nous, que si on n'est pas bien et comme on a le syndrome d'imposteur, on estime qu'on n'est pas assez, on n'a pas à demander assez. Donc, voilà. Donc, vous, comment ça se passait l'argent de poche dans votre famille? Coucou Agnès, coucou Anna. Anna n'est pas encore rentrée. Ok. Pas d'argent de poche chez Yannick. Ok. Voilà. Tu risques pas d'avoir de croyances associées. Ok. Clotilde, impossible d'avoir le son et l'image, ça coupe tout le temps. Mince alors. Ça fait donc ça chez Hélène, chez Clotilde, est-ce que ça le fait chez d'autres? C'est peut-être moi qui ai une mauvaise connexion. J'en ai eu très tard, à 17 ans, lié à rien de spécial, Hélène. Ok, bon, alors c'est peut-être dans ma famille, alors que c'était
que c'était lié. Je ne peux pas dire à quel âge j'en ai eu, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Moi, je sais que mes gamins, j'ai commencé avec la sixième, enfin le premier, parce qu'après, les autres, tu commences toujours tout plus tôt. Donc, il me semble bien que c'était en sixième quand même. Par d'argent de poche ou sur négociation, mais j'avoue que globalement, mes parents m'achetaient ce dont j'avais besoin. Bah, cool. Yannick, argent égale cadeau de ma mamie. Alors, effectivement, notre deuxième façon d'avoir de l'argent, c'était les cadeaux de Noël et les cadeaux d'anniversaire, effectivement, qui se transformaient à partir d'un certain âge en chèques. Oui, oui, tout à fait. Mais donc, du coup, est-ce qu'ils étaient liés à... Hello Sandrine, est-ce qu'ils étaient liés à votre valeur, d'une façon ou d'une autre ou pas? Souvent aussi, on glissait un petit billet quand on avait une bonne note, hein, les grands-parents des fois. Donc, d'où ce lien lié à la valeur, donc je le mérite. Mais voilà, comme le dit Denise Defay Thomas, ben, je produis, donc je mérite. Hein. C'est là, c'est sur le mérite qu'il va falloir bosser. Alors, Agnès a toujours un souci d'Internet. Ben, écoute, Agnès, je sais que toi, tu as un souci à Juvisy, mais il semblerait que ce soir, ça ne soit pas le top pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est ma connexion. Pourtant, non, moi, j'ai toutes les barres, là, donc je ne sais pas. Donc, le premier sujet du jour, c'est notre valeur qui est liée à notre estime de soi, a une grande implication sur notre relation à l'argent. Alors, on l'a déjà fait l'autre fois. On avait dit combien vous pensez mériter de gagner, c'est-à-dire ce fameux plafond de verre financier. Donc, vous l'aviez à peu près dit et on s'était bien rendu compte qui avait un lien avec notre ancien salaire. Hein. Donc, Jannick nous dit, moi, j'avais pas d'argent de poche, alors j'ai trouvé le moyen d'en avoir en cueillant des fruits du jardin. Je l'ai donné à vendre à une amie commerçante de ma mère, donc j'étais assez indépendante de ce côté. Bien. Ah bien, oui, du coup, tu as appris la relation à l'argent et donc travailler pour en avoir très, très rapidement. Donc, vous êtes tout au clair hein, sur votre plafond de verre financier. Vous vous rendez tout compte du max que vous vous autorisez à vous payer en salaire dans votre entreprise. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Agnès, pas d'argent de poche, mais mon grand-père me donnait argent comme bonne note. Du coup, je bossais pour lui faire plaisir et pour qu'il soit fier de moi. Ok, bon, bah finalement, j'avais de la chance alors d'avoir de l'argent de poche. Moi, je ne pensais pas. Donc, alors, votre plafond de verre financier, c'est combien redonnez-le, hein, on a déjà dit la dernière fois, mais tout le monde n'était pas forcément là. Combien vous estimez que ça serait juste voilà, d'être payé, enfin d'être payé, de vous payer vous-même. Hein. En fait, j'en ai jamais. Hélène, t'as jamais eu besoin d'argent de poche? Bah, tu faisais comment pour t'acheter des trucs? Après, si les parents payaient tout, ok, mais moi, c'était pas le cas quand même. Puis ça apprend à gérer l'argent vachement tôt, en fait. Parce que bah, justement, hier, on a fait la brocante avec Corinne, là, on avait un stand d'une à côté de l'autre devant l'agence. Et en fait, il y avait des petits gosses qui venaient acheter, parce que moi, je vendais des voitures, et donc des parents qui avaient donné un porte-monnaie ou une boîte avec des pièces de 10, de 20, de 50 et tout, et qui disaient, bah voilà, tu comptes, il te reste que ça, tu as déjà acheté plein de trucs, et ben tu choisis si tu achètes ou si tu n'achètes pas. Je trouve que c'est super important d'apprendre à gérer l'argent le plus tôt possible. Agnès, 10 000 euros par mois. Ah ouais, quand même. Ah ouais, d'accord. Bon, là, c'est top, là. Eh ben, je t'achetais rien du tout, Hélène. Bon, bah d'accord, Sophie, t'achetais rien. Donc, c'est bon pour votre plafond de verre. Alors, Agnès, ton plafond de verre, il est super haut. Hein, donc là, c'est bon. Enfin, c'est bon. Après, la difficulté, c'est de l'atteindre. Mais en tout cas, t'as pas de limite. Au moins, ça n'est pas une limite dans ta projection. Parce que hein, vous avez bien compris que si on se dit je veux que 1 000 euros, eh ben, il y a de grandes chances qu'on ait que 1 000 euros. Si on se dit 10 000, ça ne veut pas dire qu'on va les avoir, mais au moins, on va faire ce qu'il faut et puis on se met pas de barrière, on se met pas de limite. Alors, Sandrine, pas d'argent de poche non plus. Ah bah merde, alors je vais dire merci à mes parents qui ne sont plus là, mais c'est pas grave. Avant le défi des 1 500 nets par mois, mais maintenant le double me semble plus juste. Agnès, nos limites, quels que soient les moyens comme revenus immobiliers. Oui, effectivement, hein, il y a d'autres revenus. Moi, je pourrais faire l'écho aussi, mais là, on va essayer de voir avec son entreprise qu'est-ce qu'on s'autorise à dégager en fait comme salaire, donc du coup comme chiffre d'affaires évidemment puisque c'est lié.
Alors après, une autre façon de voir, c'est combien vaut pour votre client ce que vous lui apportez. Donc les offres, est-ce que vous pouvez estimer les offres que vous avez en magasin, on va dire, même si ce n'est pas des magasins pour les services, combien ça vaut pour votre client, à votre avis? Donc, prenez une ou deux offres hein, les plus importantes. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pense en fait que ça a comme valeur? Alors, le même salaire que dans mon boulot d'avant. Ok. Sandrine, pas de barrière no limite, parfait. Yannick, alors avant le défi, je souhaitais 1000 euros par mois, mais je deviens ambitieuse grâce à toi. Je vais mettre la barrière à 1500, soyons folles. Super. Donc, si vous vous mettez à la place de votre client, combien vous pensez que ça vaut ce que vous offrez? Combien vous pensez ben, que vous lui apportez comme valeur en fait, hein? C'est vraiment ça. Donc prenez une chose, hein, une offre pour celles qui ont plusieurs offres, plusieurs produits, plusieurs services. Prenez une offre. Et du coup, ben voilà, qu'est-ce que ça lui apporte? Donc combien vous pensez lui apporter? Ça donne une autre valeur à la chose, hein. Donc, j'attends un petit peu d'avoir vos réponses. C'est pas facile, hein. Elle n'est pas facile celle-là, hein, de se dire, bon, si je le prends juste en termes de valeur, hein, qu'est-ce que je lui apporte? Et du coup, je le ramène à une valeur monétaire, hein. Combien ça peut valoir, hein. Donc Agnès, pour ta nouvelle activité, ben, un soin, combien ça peut valoir? Combien ça peut valoir pour quelqu'un de se sentir mieux en sortant, d'être moins triste ou d'être plus clair ou d'avoir réussi à choisir ou je ne sais pas. Sandrine, ce qu'on apporte à notre client en chiffre d'affaires, je comprends pas bien. Non, ce que tu apportes, alors Yannick dit j'apporte du plaisir. Bah, combien vaut ce plaisir, Yannick, en fait? C'est ça, combien ça vaut d'avoir un coussin brodé ou un manteau brodé avec ce qui nous plaît derrière, d'avoir un coussin à offrir à notre grand-mère avec un beau truc qui lui plaît dessus, d'avoir combien vaut le plaisir en fait, hein, c'est ça qui est vachement dur à évaluer. Combien vaut le plaisir que tu apportes à tes clients? Hélène, c'est dur comme question, je suis pas objective. Non, elle est hyper dure comme question, mais en fait, il faudrait se la poser. Agnès, 240 euros pour une prestation à distance sur plusieurs semaines, lui apporte tout seul à diriger son véhicule. Sandrine, pour ma part, je suis à 90 euros de l'heure et vu ce qui se fait, c'est pas très cher. Ouais, mais alors, il faut vraiment que vous preniez chacune, qu'est-ce que vous soignez ou qu'est-ce que vous apportez à votre client. Donc, Hélène, Yannick, elle dit j'apporte du plaisir. Donc, hyper difficile d'apporter cette notion de plaisir, mais en même temps, si on ramène sur des choses qu'on connaît, avoir un iPhone, d'accord? S'il y a des gens qui payent un iPhone 1000 euros, c'est bien qu'ils se disent que ça leur apporte quelque chose et non pas juste de pouvoir téléphoner, sinon ils auraient gardé leur vieux Nokia qui se cassait pas là. D'accord? Donc c'est ça le truc qui est super difficile, mais c'est ça qui fera passer un cap aussi. C'est, voilà, alors la deuxième difficulté, hein, mais ça c'est l'objet d'une autre réflexion, c'est comment arriver à susciter ça, à faire comprendre cette valeur au client, quoi. D'accord? Donc sur tout ce qui est Apple, bah, c'est du rêve en fait, hein. Ils sont super bons en marketing, mais après c'est du rêve, c'est de la marque, ça fait classe d'avoir ça, c'est jeune, c'est hype, c'est tout ce qu'on veut là, là, là. Donc ça c'est le deuxième step, mais le premier truc c'est ça. Alors Agnès, donc la liberté d'être lui, tout nettoyer de ce qu'on ne voit pas, des blocages de vie. Euh, tu parles des bénéfices clients ou de la valeur financière? Je parle de la valeur financière du bénéfice client, Sandrine. Par exemple, tu vois, moi, j'ai super mal au pied depuis ça va faire presque un an maintenant. J'ai ce qu'on appelle une aponévrose du pied. Donc, dès que je marche un peu, j'ai mal tout le temps. Alors, moi qui, avant, en vacances, faisais des kilomètres et tout, qui aimerait bien aller me balader, non, j'ai mal. Euh,
j'ai essayé plein de trucs, le chiropracteur, j'ai des semelles, j'ai le kiné, j'ai essayé le magnétisme qui a super bien marché sur un rhumatisme, mais pas du tout là-dessus et tout. Je te jure que si quelqu'un avait une solution pour me soigner ce truc-là, mais je paierais, pas n'importe quoi, mais voilà, je paierais cher, tu vois. Même les semelles, je les ai quand même payées 140 euros parce que j'imaginais que ça allait me soigner. Ça m'a rien soigné. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est qu'est-ce qu'on apporte et du coup, on se dit, bah mince, ça libère de ci, ça libère de ça vaut ça. Donc, à décorréler de je prends 140 $. Alors, ça reviendra. Après, ça va se rejoindre. Hein. Mais de dire je prends 140, machin. Vraiment, si on réfléchit vraiment, on essaye de réfléchir vraiment, quelle valeur ça pourrait bien avoir. C'est ça que j'essaie de. Donc, bénéfice client, ça vaut bien 1000 euros, voire plus. En fait, c'est ça l'idée. Alors, évidemment qu'après, il y a une réalité économique, de marché, de tout ça. Mais c'est intéressant de se dire, hein, de se rendre compte, nous, qu'est-ce qu'on lui apporte et d'y mettre une somme, parce que je lui apporte du réconfort, ok, mais ça, on peut le faire gratos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on lui mette une somme pour se rendre compte de la vraie valeur de ce qu'on apporte aux gens, en fait. D'accord? Donc, la santé n'a pas de prix. Ben, c'est ça le truc, en fait. Hein. C'est ça qui ça a pas de prix, mais voilà, il faut essayer de. Ça peut être énorme et du coup après on va la ramener avec effectivement un vrai marché, mais il y a peut-être des trucs sur lesquels on se freine alors que les gens, si vraiment ça marche, hein, si vraiment on leur apporte la santé, seraient prêts à payer cher quoi. Donc, vous réfléchirez là-dessus si vous prendrez le temps de réfléchir hein, si pour l'instant c'est un peu difficile. Bon, est-ce que vous avez tout compris l'idée? Et puis après, il faudra prendre le temps. De toute façon, c'est le principe. Après, faut vous noter et où vous re-regarderez le live en replay pour pouvoir vous poser et prendre le temps de répondre. Après, j'avais préparé quoi? Ah oui, j'avais préparé que feriez-vous si vous gagnez le double? Mais ça, on l'a déjà fait si on était riche. Alors, on l'a fait d'une certaine façon. On l'a fait, qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait au loto et plutôt combien il faudrait gagner au loto pour faire tout ce qu'on veut? On était plus sur le côté perso. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce que vous vous posiez, c'est qu'est-ce que vous feriez de l'argent pour votre entreprise? Comment vous utiliseriez un bon chiffre d'affaires, donc qui vous a permis de bien vous payer, mais il en reste encore pour votre entreprise. Qu'est-ce que ça vous permettrait de faire dans l'entreprise que d'avoir plus de pépettes? Alors, Janine, moi, mon client, je lui apporte en 1 heure la technique et le savoir-faire pour réaliser son projet, soit un bénéfice client de 30 euros de l'heure. Alors, donc, Jannick, ça veut dire, si j'achète, alors, tu t'apprends à coudre, donc moi, je vais m'acheter une robe. Alors, en même temps, elle sera peut-être mieux faite que si c'est moi qui l'a fait. Un truc simple, parce que moi, j'ai fait de la couture aussi, donc je peux voir, hein, je m'étais fait plein de fringues, des robes, des tuniques. Alors, je me fais une tunique qui me plaît. Ouais, je repense à cette tunique que j'adorais. Je me fais une tunique donc tu m'apprends à me faire une tunique qui me plaît. D'accord. Si j'achète cette tunique en magasin, bon déjà, elle n'aura pas forcément le tissu que je veux puisqu'on me l'aura imposé. Elle n'aura pas forcément la forme parce qu'elle ne sera pas faite sur mes mesures. Et je vais la payer, je ne sais pas combien ça vaut une tunique, je vais la payer 50 euros, on va dire, je sais pas. Alors donc si je m'en fais 4, je vais en avoir pour 200 euros. Alors que là, moi, j'ai payé ton cours. Bon, je m'achète mon tissu, ok, mais je me la fais comme je veux et du coup, ça va me coûter, ton cours et le tissu, ça va me coûter largement moitié moins prix, quoi, moitié moins, c'est pas très français, largement moitié moins cher, quoi. Donc, voilà, après, voilà, est-ce que c'est 30 que j'aurais pu payer? Est-ce que c'est 50? Dans la mesure où après, je peux démultiplier. Effectivement, j'ai appris quelque chose qui me fait faire des économies, donc je peux démultiplier le truc. Alors, Yannick, tu changerais de boutique. Ah, l'emplacement. C'est vrai. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous feriez d'autre?
Pour si vous aviez, ah bah moi je prendrais une assistante, ça c'est clair, hein, une assistante pour me faire tout l'administratif, même une partie réseaux sociaux. Alors pas forcément tout parce que je n'ai jamais la spontanéité, mais bon quand même planifier, regarder les chiffres, les stats, les machins, enfin plein de trucs. Ouais, ça c'est clair. Et puis bah moi je me formerais aussi encore plus, hein. Donc, Agnès, je prendrai un local indépendant d'expertise avec Feng Shui guide décoratrice. Je sous-traiterai la communauté et aurai un coach toutes les semaines pour me booster. Sandrine, premières idées d'investissement à chaud, prendre une assistante administrative et faire mon site, bah, on est bien d'accord, hein. Alors, Agnès Potiron, réponse à Agnès Potiron, ah oui, communication. Alors là, c'est mal foutu mon truc parce que je comprends pas, c'est bizarre, hein, je réponse. Idem pour moi, Hélène. Créer un bureau pour recevoir mes clients. D'accord? Donc, on est bien d'accord, hein, que c'est important d'avoir aussi, de dégager aussi cette valeur-là. On a parlé salaire, mais c'est important de dégager cette valeur-là aussi pour vos entreprises. Alors, maintenant, on a bien vu que c'était votre valeur qui était importante. Donc, pour prendre conscience de votre valeur, est-ce que vous pensez toutes connaître bien votre valeur? Hein, ça veut dire être pas trop atteinte dans votre estime de vous par le syndrome de l'imposteur. Donc, je créerai un showroom pour présenter mes créations. Pas communauté, mais quelqu'un qui s'occupe de ma com. Ah oui, c'était d'accord. À la place de communication, ça a écrit, le correcteur a écrit communauté. Ok. Et me former. Ok, d'accord. Alors donc, prendre conscience de votre valeur, ça va vous permettre donc de vous rémunérer, on a dit, à la bonne hauteur. C'est pas ce que je voulais dire. Prendre conscience de votre valeur. Comment vous faites pour prendre conscience de votre valeur? Déjà, vous avez les retours de vos clients. Donc c'est très important. C'est comment elle s'appelle, Sandrine Gaury quand j'avais mis un témoignage client. Non, je vous avais demandé de quoi vous étiez fier. Tu avais mis un témoignage client et tu m'avais dit est-ce que je peux l'utiliser? Mais je dis c'est pas ce que je peux, c'est je dois, d'accord? Et je vous invite pour garder cette notion de valeur par rapport à vos clients, de stocker quelque part tous vos témoignages, tous les retours positifs et tout. Parce qu'on les oublie, on les perd, ils sont sur Facebook, ils sont sur quelque part. Des fois, on vous les dit à l'oral. Du coup, écrivez-les et faites-vous une autre boîte, comme on a la boîte des kiffs, la boîte des fiertés. Et ben, on peut faire la boîte. Alors, ça peut être dans la gratitude, hein, vous pouvez les inclure dans votre boîte de gratitude, hein, vos témoignages clients. Donc, prenez conscience pour vous aider à prendre conscience de votre valeur et remonter l'estime de vous, vos témoignages clients, tous les retours que vous avez. Et j'avais commencé à écrire un article là-dessus. Non, les clients, c'est pas parce qu'ils veulent être sympas avec vous qu'ils vous font des témoignages positifs. Hein. C'est pas parce qu'ils sont juste sympas, c'est parce qu'ils sont contents de ce que vous leur donnez. Donc ça aussi, faut l'imprimer là. Donc du coup, l'imprimer sur du papier et l'écrire, ça aide. Après, bah, donc c'est vos fameuses fiertés, hein. Si je vous fais faire ça tous les vendredis, c'est pas pour rien, parce que ça vous aide à vous rendre compte de votre valeur. Qu'est-ce que vous savez bien faire? Qu'est-ce que vous avez bien fait? Donc, il y a ce que vous envoyez les clients, ce dont vous pouvez être conscient, qui est super important. D'accord? Donc, vous pouvez vous demander, qu'est-ce que vous faites avec facilité? D'accord? Ça a de la valeur. Vous le faites avec facilité, donc vous allez le faire rapidement et bien. D'accord? Je dis pas mieux que les autres parce qu'on n'est pas là pour se comparer en fait, hein, mais en tout cas, vous, qu'est-ce que vous faites facilement, naturellement, avec plaisir, depuis toujours? Qu'est-ce qu'on vous a dit de vous? Donc là, on est sur les talents pour celles qui ont déjà fait mon précédent défi ou ma formation sur mieux se connaître. On est sur le talent. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites super bien, facilement, avec plaisir? Donc, des fois, on ne se rend même pas compte que c'est une qualité ou un talent parce que ça ne nous coûte rien, mais n'empêche que les gens vous ont forcément dit là, vous étiez super bonne. Après, plus on a confiance en soi, plus on croit en ce qu'on propose,
plus on s'affirme et plus on va attirer l'argent. Donc là, dans nos petites phrases quotidiennes, hein, en plus de celles sur j'aime l'argent, l'argent même, j'attire l'argent vient facilement, etc., etc., ce que vous avez pu mettre, hein, il y a des phrases à rajouter sur ben, je suis bonne là-dedans, quoi. Je suis comme ci, je suis comme ça, sur vos différentes qualités et talents. Hein, ça rejoint la phrase du début. Je mérite. Hein. Donc, voilà. Rajouter des petites phrases sur ce que vous faites bien, en fait. C'est vraiment ça. D'accord? Donc, plus on croit qu'on mérite de l'argent, donc c'est ça, je mérite ça parce que j'ai bien fait ça. Alors, Agnès, écoute, disponibilité naturelle, confiance. Donc, ça, c'est tes talents hein, que tu es en train de dire, voilà, donc qu'est-ce que tu fais bien. Et puis après, il n'y a pas que ça aussi, hein, il y a qu'est-ce que tu fais bien avec ce que tu as appris, hein, comment tu soignes bien, Agnès, en fait. Alors, certainement par l'écoute et la disponibilité, du coup, tu sais donner le soin ou prononcer la phrase ou le mot qui vont bien pour aider tes patients, tes clients, c'est sûr. Après, bah, il y a peut-être que tu intègres super rapidement les notions des différentes cours que tu fais. Peut-être que tu as une capacité à arriver à en faire une synthèse et surtout des connexions entre elles et à en produire un outil, euh, un outil perso à ta façon. Peut-être que tu as une façon de simplifier ce que tu as appris pour le transmettre aux clients. Je ne sais pas, il peut y avoir plein de choses. Hein. Donc là, je pars sur Agnès parce que c'est elle qui a répondu. Mais vous voyez chacune en fait. Forcément, si vous faites un métier, vous êtes bonne dans votre métier normalement. Ou alors, vous êtes complètement trompé, vous êtes un gros charlatan. Mais je pense pas que ça soit le cas. Donc on pourrait dire ah bah oui bon bah moi je suis coach, je suis ci bah comme tout le monde quoi, je sais faire la même chose. C'est pas vrai, il faut vraiment aller creuser, aller chercher. Donc pas forcément je vous dis en comparaison, mais plutôt entre vous comment vous le ressentez si vous êtes honnête avec vous-même, avec le retour client, avec le retour des gens, etc. Donc là ça vous inspire quoi les filles? Pardon, je vous vois pas. Vous m'écrivez pas dans quoi vous êtes bonne et qu'il va falloir vous répéter et souvent, à chaque fois que vous avez un doute sur votre valeur ou qui va correspondre à un doute sur vos prix, hein. C'est là-dessus, hein. Là, on est sur les pépettes, hein. On n'est pas que dans la partie estime de soi pour l'estime de soi, on est sur la partie estime de soi, valeur argent. Donc, à chaque fois que vous avez un doute de je mérite de toucher tant, je vaux le prix que j'affiche sur mon devis, je vaux ce que je demande à mon client et qui avec sa facture, ça va être lié à bah, je vaux ça parce que bah, c'est parce que je le vaux bien en fait. Hein. Donc c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous valez bien en fait. Donc alors pour en rester pour en finir plutôt sur la valeur, les exercices pour la prochaine fois ou pour quand vous voulez. Donc c'est écrire toujours dans votre cahier. En quoi vous êtes doué, sur quel sujet vous êtes génial, pourquoi on devrait acheter vos produits ou services et qu'apportez-vous dans la vie des gens. Donc vraiment, je vous invite à faire la liste de toutes vos super capacités, vos super pouvoirs pour prendre conscience de votre valeur unique. Parce que même si plusieurs personnes font le même métier, on le fait toutes de façon différente et quelles sont vos spécificités. Alors, Sandrine, mes derniers retours, que j'inspire confiance. J'ai eu un devis pour la partie rédaction d'une plaquette et j'adore rédiger. Je le fais facilement et c'est un vrai plaisir. Ben voilà, Sandrine, tu as des agences de com qui vont être plus côté graphisme, illustration, présentation ou site web, etc. ou technique. Et puis, tu as des agences de com qui vont être plus dans le rédactionnel. Donc, on n'offre pas le même service. Alors après, justement, pour que le client se retrouve, il faut être clair dans le service. Mais voilà. Donc, effectivement, savoir rédiger, c'est un talent, ça fait gagner du temps. Hein, ça fait gagner du temps aux gens. Et des fois, ça fait gagner tout parce qu'il y a des gens qui ne savent pas rédiger, en fait. Hein, qui n'ont pas l'idée de la bonne association des mots, on va dire, parce que tout le monde sait écrire. Hein.
Mais rédiger, après, c'est autre chose, de la bonne utilisation des mots. Je connais d'autres personnes en communication, mais je veux que ce soit toi. Ah, bah voilà, ça c'est un marqué au stylo doré, tu le découpes et tu le mets, tu le plies et tu le mets dans ta boîte de kiff, ta boîte de gratitude. Ok? C'est bon? On peut passer au prix? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire encore quelque chose? Ou sinon, on passe au prix. Alors, donc votre prix. Alors, le prix, ça va être quoi? Le prix, ça va être un équilibre entre les coûts, parce que quand même, hein, il faut couvrir ses charges, d'accord? Votre capacité de production aussi, d'accord? Parce qu'il faut couvrir ses charges. Mais si je peux avoir un client par jour ou un client par semaine ou un client par mois, je ne vais pas te facturer le même prix. Sinon, j'en vivrai jamais de mon entreprise, d'accord? Et troisièmement, le marché quand même, parce qu'on ne va pas faire des prix complètement délirants, quoique, suivant justement la valeur qu'on apporte et peut-être la spécificité, on peut faire des prix beaucoup plus élevés. Mais après, il va falloir l'expliquer commercialement et en marketing, et etc. Hein. On voit bien. Alors maintenant, les autres se sont alignés sur Apple, en fait, hein, parce qu'un Samsung, maintenant, ça douille aussi quand même. Peut-être pas autant, mais quand même, c'est devenu super cher. Hein. Autant on peut dire Free, merci Free, il a fait baisser les prix de la téléphonie. Autant on peut dire non merci Apple, parce qu'à cause de toi, tout le monde vend des téléphones 3 fois plus cher, enfin pour pas dire 10 fois ou 1000 fois plus cher que ce qui valent. Donc non, je te remercie pas du tout Apple. Mais il n'empêche qu'avant, où il y avait vraiment une grande différence, bah, eux, ils faisaient le même produit, c'est un téléphone, c'est pareil, sauf qu'ils ont bien réussi à le vendre plus cher. Donc, on peut vendre des prix hors marché en trouvant la bonne stratégie marketing, commercial et communication qui va avec. Hein. Mais bon, normalement, c'est quand même ça. C'est quand même un équilibre entre à combien ça me revient de faire ça. Alors, de produire le produit, mais le service aussi. Hein, donc, ça me prend mon temps, donc, etc. Combien je peux en faire et puis quel est le prix du marché. Donc, normalement, un prix juste, c'est quoi? C'est un prix qui vous permet de vivre selon vos besoins. D'accord? On a bien vu que notre objectif, c'était un certain salaire qui impliquait un certain chiffre d'affaires. D'accord? Et donc, du coup, bah, ce chiffre d'affaires, il vient de nos prix. D'accord? Donc, normalement, le prix juste, c'est celui qui vous permet de vivre selon vos besoins. Alors, si vous n'adaptez pas vos prix à la valeur de votre travail, eh ben vous devrez renoncer totalement ou partiellement à votre activité. D'accord? Si avec des prix trop bas, vous n'arrivez pas à couvrir vos charges, y compris votre salaire, votre entreprise, elle ne va pas durer très 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 longtemps, malheureusement. D'accord? Et puis bah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devrez retourner au salariat. Et ça va être très 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 dur. D'accord? Et en plus, ça serait dommage parce que si vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, c'est que, comme je le disais l'autre fois, vous avez un message à apporter au monde, vous voulez contribuer à quelque chose de plus grand que vous. Et donc, bah, si vous retournez au salariat, ça serait dommage parce que ça va priver tous les clients potentiels que vous auriez pu avoir de ce bienfait, de ce message, de tout ce que vous pouviez apporter. Alors, donc j'ai dit, ça dépend des coûts. Donc, il faut connaître le coût le coût de fabrication. Alors, celles qui font des produits comme Yannick, eh ben, effectivement, ou comme Yannick aussi, il faut que vous connaissiez votre coût de production, en fait. Hein. Combien ça coûte d'acheter du tissu, du fil, l'électricité pour faire tourner vos machines, etc. Déjà, en dehors du temps de travail, mais déjà, le coût de production. Celles qui font des services comme moi, le coût de production, il est moins cher. Hein. Oui, moi, j'achète des tests. Donc, effectivement, je pourrais l'intégrer là-dedans, mais le reste, après, c'est quand même bon, du papier et de l'encre parce que j'imprime des outils. Mais sinon, c'est plutôt dans mon cerveau, quoi. Donc, mon cerveau, personne ne l'a acheté jusqu'à présent. Donc, ça ne représente pas un coût fixe, quoi. Mais en tout cas, celles qui ont des coûts, ben, il faut connaître. Il faut connaître vos coûts fixes, vos coûts variables liés à la production pour calculer votre seuil de rentabilité. Et donc, moi, je ne peux pas vendre déjà à minima à tel prix. D'accord?
Ensuite, pour vous aider aussi à fixer vos prix, il faut repenser à votre vision dont on a déjà parlé, c'est-à-dire ce qu'on a fait la dernière fois. Qu'est-ce que vous voulez que votre entreprise devienne et du coup, quel argent il faut pour arriver à ce que cette entreprise devienne ce dont vous avez envie. D'accord? Donc, pour se développer, là, je viens de parler, je voudrais bien avoir une assistante, bah, c'est un coût, hein. Alors, même si c'est pas du salariat, c'est de la sous-traitance, mais n'empêche que ça a un coût. Ou Agnès qui veut quelqu'un pour lui faire sa communication, bah, ça a un coût, etc. Donc, il faut rentrer tout ça parce que c'est ce qui va faire aussi la viabilité de votre entreprise. Ensuite, alors, je disais, donc, premièrement, l'équilibre entre les coûts. Deuxièmement, la capacité de production. Donc là, qu'on soit dans le service ou qu'on soit dans le produit, c'est exactement pareil, hein. Je veux dire, moi, je peux pas recevoir 10 clients par jour, hein. On est bien d'accord. Alors, celles qui ont des séances plus courtes d'1 heure, on pourrait dire, ah, ok, je peux en avoir 6. Sauf que c'est pas vrai. Parce que quand on est dans le soin, dans l'énergie, dans le bien-être, on ne peut pas non plus masser 10 personnes d'affilée ou faire un soin énergétique à 10 personnes d'affilée parce qu'il faut se ressourcer parce que pour plein de raisons, d'accord? Donc il faut aussi qu'on soit conscient raisonnablement, hein, quand on nous fait faire les business plans, là on dit bah ouais mais c'est des plans sur la comète. Dans l'idéal, si j'avais tant de personnes par jour à tel prix, voilà le chiffre d'affaires que je fais et tout, donc ça paraît un peu illusoire. Et souvent ça l'est d'ailleurs. Donc, pour que ça ne soit pas illusoire, il faut que vous soyez conscient de combien de personnes, en fait, je peux accompagner ou combien de produits je peux fabriquer donc par jour, par semaine et par mois. Sachant, je vous le rappelle, qu'un entrepreneur, en réalité, ne produit, c'est pas ne travaille, ne produit qu'à mi-temps. D'accord? Parce que vous avez votre com, votre commercial, votre prospection, votre compta, votre stratégie, vos réflexions, tout ça à faire. Et c'est au moins 50% de votre temps. D'accord? Donc, sur les 50% qui restent, ben, combien de clients vous êtes capable de servir par jour, par mois? Combien d'objets vous êtes capable de produire par jour, par mois? Et ben, ça, il faut que vous le calculiez. Est-ce que vous avez une petite idée de ça? Moi, perso, j'avais fait le calcul, ben, ne serait-ce que quand j'étais en sous-traitance. Bon, déjà, en bossant que sur 5 jours, parce que même si des fois je bosse le samedi, mais dans ce cas-là, je me barre le lundi, quoi, parce que c'est pas possible. Donc, en bossant sur 5 jours par semaine, si on dit qu'on est productif vraiment que 2 jours et demi, bah, en fait, ça me faisait 5 personnes par semaine. D'accord? Qui dit 5 personnes par semaine ne disait pas 5 personnes ne disait pas 5 fois 4 semaines, c'est-à-dire 20 personnes par mois. C'est pas vrai, hein? Parce que moi, une personne, je l'accompagne pendant 7 semaines. Alors, même pas d'affilée d'ailleurs, hein, parce que, enfin, voilà, après, il y a des écarts. Donc, après, à gérer en agenda, c'est plus compliqué. Mais voilà, si je me dis, en fait, je les accompagne pendant 7 semaines, d'accord? Ça veut dire que je peux en avoir que, j'ai dit combien? J'ai dit 5. Ouais, c'est ça. J'ai dit 5 par semaine, mais ça veut dire 5 par mois, même 5 par 2 mois, parce que cette semaine, c'est presque 2 mois. Donc, ça veut dire que moi, je ne peux avoir que 5 clients nouveaux par mois. Donc, pour atteindre mon chiffre d'affaires, vous voyez à combien il faut que je le facture, le client. D'accord? Donc, est-ce que vous avez fait vos calculs de réalité, dans la réalité, combien vous pouvez servir, en fait, de clients ou produire de produits, en fait. Alors, j'attends un petit peu que vous fassiez vos petits calculs pour voir ce que vous trouvez en fait. Alors moi c'est un peu plus facile parce que moi, enfin si je fais sur le bilan, mais sur l'accompagnement des entrepreneurs, je fais pareil, je me dis je fais des séances de 2 heures en fait, hein. Donc alors sur le bilan c'est toutes les semaines. Donc je vais dire là sur les entrepreneurs, je vais dire je les vois une fois tous les 15 jours, une fois par mois, mais du coup ben je peux en mettre plus, mais après il faut penser que ça va se décaler, ça va s'étaler. Bon, ça un petit peu les simulations sont pas toujours évidentes. Mais je vous invite à le poser sur un agenda. Vous allez voir que finalement, à la fin de l'année, eh ben, on ne peut pas en servir tant que ça, les clients. D'où
j'ouvre une parenthèse, hein, d'où l'intérêt du digital, du collectif, etc., hein. C'est ce que disent tous les marketeuses. À un moment, si on veut vraiment passer un step de chiffre d'affaires, il faut passer soit l'automatisation, soit la digitalisation, soit groupe, soit mais il faut trouver quelque chose. Alors Sandrine, j'avais fait avant le défi, il faut que je m'y repenche. OK? Les autres, est-ce que vous avez une petite idée? C'est pas obligé d'être exact maintenant, hein, mais est-ce que grosso modo, là, si vous faites un calcul rapide, vous vous rendez compte avec celles qui font des ateliers, combien vous pouvez en faire par semaine, par mois. Alors après, il y en a qui ont des facteurs de saisonnalité ou des facteurs moi c'est pour les enfants, je pense à Julie, des ateliers couture enfant, ça va être le mercredi ou le samedi, quoi. Hein, il n'y a pas d'autres jours où les gamins sont pas en classe ou pendant les vacances. Donc du coup, voilà, c'est vraiment important. Là, je dévie du prix, je vais plus loin finalement, mais alors, Hélène, voilà, tout ce que j'aime pas faire, moi, les chiffres. Je sais que tu m'aimes, Hélène. Yannick, moi, je peux produire, mais il faut vendre après. Il me faut des clients. Ouais, mais Yannick, alors, tu parles de quelle activité? Parce que sur l'activité pro, tu produis que à la demande de tes clients, si j'ai tout compris, hein. C'est des commandes. Donc, c'est pas la même chose que quand tu fais les coussins ou les serviettes de bain, tout ça, que tu mets en exposition dans ta boutique. C'est deux activités différentes, on va dire, même si c'est de la broderie les deux avec les mêmes machines, mais c'est deux activités différentes. Il y en a où tu fais à la commande, mais donc justement, la question pour cela, c'est combien de commandes d'entreprise tu peux prendre par jour, par semaine, par mois, d'accord? Euh, et après, sur le volet boutique, là, effectivement, tu peux peut-être en produire beaucoup. Le problème va être de faire rentrer, d'attirer les clients dans ta boutique. Après, tu peux peut-être avoir une e-boutique et les vendre sur le net, hein. C'est les mêmes produits, ça dédoublerait la façon de les vendre. Après, ça se réfléchit. Ouais, c'est ça, c'est la boutique, hein. Ok, bah oui, oui, là, c'est effectivement, là, Alors, en même temps, tu peux produire, sauf que tu as aussi du présentiel à faire dans ta boutique. Si, pendant lequel tu peux produire. Ta machine, elle est dans l'arrière-boutique? Ou elle est chez toi? Je me souviens plus, ou si tu en as deux. Parce qu'effectivement, tu peux dire, j'accueille les clients dans ma boutique, mais pendant ce temps-là, normalement, tu produis pas, quoi. Donc, c'est un équilibre à trouver entre les deux. Si t'avais, alors, on va faire l'inverse, Yannick. Si tu avais du flux continu dans ta boutique, ben, quand est-ce que tu produirais? D'accord? Donc, du coup, il faut bien trouver un juste équilibre entre les deux. Alors, c'est là tout mon problème. Si je prends trop de clients pro, j'ai moins de temps pour les particuliers. Ben, ouais. Yannick, je peux produire 4 vêtements par semaine et je peux faire des ateliers de 5 personnes, soit 2 heures par cours et 3 fois par semaine. Et les enfants, 1 heure par semaine, 4 enfants. Ok. Donc tous ces chiffres-là, vous les gardez parce on va s'en servir pour à la dernière séance là où Hélène va adorer, où je vais vous parler tableau de trésorerie et tableau de chiffre d'affaires. Vous allez adorer. Euh, donc, combien de temps on peut produire? Ok. Et après, alors, la dernière chose pour les prix, c'est faire une étude de marché. Ça, c'est quand même, hein, je vous ai dit. Donc, on avait l'équilibre entre les coûts. On sait calculer nos coûts de production. On a notre capacité de production, c'est ce qu'on est en train de faire. Et on a le troisième volet qui est le marché. Euh, donc, on va quand même aller faire une étude de marché, aller comparer combien vendent les autres, à quel prix, et puis s'il y a des différences, on va essayer de comprendre pourquoi, hein. Et puis après, on choisira ce que j'avais dit, je crois, c'est dans le défi, un positionnement, hein. Est-ce qu'on se met sur le positionnement haut de gamme qui justifiera des prix élevés, d'accord? Et qui malheureusement, des fois, n'est pas en lien avec des investissements ou avec une qualité proportionnelle à la différence de prix, hein. C'est juste un positionnement et donc plus du marketing et de la communication que vraiment je vais faire que des produits dorés à leur fin et en soie de je sais pas quoi, hein. D'accord, on est bien d'accord. Il y a des produits comme ça qui valent très cher. Mais il y a aussi des fois une différence.
sur le même type de produit, qui est juste un choix de positionnement, mais en prix de revient, ça ne revient pas forcément plus cher, hein. Donc là, ça se réfléchit aussi en stratégie. Mais là, on est plus dans une stratégie de com et de marketing. Alors, Sandrine, formation e-learning pour rentrer de l'argent sans prise de temps. Bah ouais, c'est ça. Ce que disait Sandrine, hein. Dès qu'on est sur des métiers de service, il faut qu'on passe au digital, hein, ça c'est clair. Bon, Hélène, elle fait la tronche. Hélène, elle n'assistera pas au dernier live. Plus les coachings en temps réel. Ok, Sandrine. Alors, donc, bah, l'étude de marché, faudra que vous la fassiez. Vous regardiez les hauts de gamme, les mêmes que moi, qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui pourrait justifier de vous faire passer le step supérieur, hein. Je vous ai dit, ce qui rapporte le plus, hein, c'est le haut de gamme ou la masse, hein. Donc, mais comme on n'est pas dans la masse, puisqu'on n'a pas les petits Chinois dans notre sous-sol qui fabriquent pour nous, et ben, si on veut gagner, surtout dans le produit, ça va être plus le haut de gamme. Dans le service, nous, notre levier, il est sur le e-learning, sur la formation digitale, sur la formation collective, etc. Pour celles qui produisent, il va être plus dans je monte d'un cran ma gamme de produits en fait. Ok, c'est bon là-dessus. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous l'ai fait un peu différemment. Je vous ai demandé combien ça peut valoir pour vos clients. Je vais vous la poser différemment. Je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. C'est pas tout à fait la même question. C'est combien pensez-vous que vos clients peuvent ou veulent payer vos produits ou services? Non, c'est pas la même. Tout à l'heure, on était dans la notion qu'est-ce que je leur apporte vraiment en termes de vraie valeur, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai plus mal aux pieds, je suis prête à payer, si tu veux, tu vois. Ou, moi, j'ai plus d'angoisse quand je sors de la séance, je suis prête à payer. Ou accompagné par moi, moi, j'ai trouvé mon projet professionnel, je sais où est ma formation, je sais comment faire, j'ai un plan d'action et tout. C'est bon, je suis prête à payer. Et je sais comment faire des lettres de motivation, comment me présenter un entretien, tout ça. Ou un entrepreneur qui vient me voir, je sais quels sont mes clients idéaux, je sais comment les trouver, je sais quels outils il me faut, etc. Voilà, telle valeur, ça m'a fait gagner de temps, ça me fait avoir des clients, ça fait que ma boîte tourne, donc je peux estimer moi combien ça vaut pour la personne. Là, ce que je vous dis, c'est eux, combien vous pensez qu'ils veulent payer. Et là, on ne va pas être forcément dans les mêmes sommes, mais c'est là où interviennent nos croyances, en fait. D'accord? Donc, je voudrais juste vous faire toucher du doigt que là, il y a des croyances à bosser. Combien vous pensez qu'ils vont bien vouloir payer? Pas combien vous estimez leur apporter, combien vous pensez qu'ils veulent bien pouvoir payer. Et souvent, c'est là-dessus qu'on se plante, en fait, hein. Je regarde s'il y a eu des. Non, il n'y a pas eu de nouvelles réponses. Souvent, c'est là-dessus qu'on se plante. On se dit, ah ben non, mais les gens, ils vont pas vouloir. J'imagine, Sandrine, quand tu me dis que tu as augmenté tes tarifs, là, je pense que c'est ça au départ. Tu te dis, ah non, mais les gens, pour que je leur rédige un truc, ils vont pas vouloir payer plus cher que ça. D'accord? Donc, c'est ça que je vous demande. Peut-être que vous avez dépassé ces croyances-là, mais pour être sûr, voilà, combien vous dites, ah bah non, mais une séance de temps, ça se paye pas. Un coussin, ah bah non, ils vont pas mettre plus de 10 euros sur un coussin brodé. Comment t'appelles ça, Yannick, des turbans, là, je me souviens plus comment t'appelles ça. Un turban là dans les cheveux, ah bah non, mais à moins de 5 euros, les gens ils vont pas vouloir me les acheter. Combien vous imaginez? Qui est souvent loin de la réalité, hein. Mais c'est ça qu'il va falloir dépasser, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Ok? Est-ce que vous avez des préjugés, on va dire, hein, finalement? Est-ce que vous avez des idées qui peuvent vous freiner en disant les gens mettront jamais plus de 15 euros dans un atelier pour apprendre à coudre. Les gens mettront jamais plus de nana pour ci, pour ça. Pour une séance de ci, pour une séance de ça. C'est une info supplémentaire, hein. Ah, headband, ok. C'est un truc de la tête, quoi. En français, ça serait quoi? Parce que c'est pas un foulard, c'est pas, y a pas la traduction française, c'est comme ce que fait Julie, là, les snoot, je sais plus comment ça s'appelle, la snoot, enfin les écharpes en fait. Mais ça n'a pas un nom français non plus, donc. Alors, nouveau commentaire, mais tu veux pas me le montrer, pourquoi tu. Il débloque ou quoi mon truc?
Ah, je pense toujours être trop cher. Non, mais ça m'étonne pas du tout. C'est pour ça que je vous fais bosser là-dessus. Est-ce que tu as déjà été, est-ce que tu as testé? En fait, il faudrait que tu testes, Yannick. Alors, en même temps, tu peux pas tester sur un coussin et puis l'autre d'à côté, il est à moitié prix. Mais tu peux faire des essais. Je vais vous raconter une histoire de ma coach canadienne, ma coach en marketing canadienne. Elle a fait une formation. Elle en fait tellement, elle en prend tout le temps, hein. À un moment, elle a fait une formation. Ah ben, c'était quoi? Ah bah, je crois que c'était. Elle a interviewé. Ouais, c'est ça. Elle a interviewé des nanas qui avaient atteint le chiffre d'affaires de 100 000 euros et pour leur demander comment elles avaient fait. Et elle a dû la mettre ça à 17 dollars canadiens, je sais pas quoi. Donc, moi, je vais acheter sa formation. Enfin, je vais en ai acheté plein des formations, hein. Mais je me suis dit, franchement, pour 10 euros, je vais apprendre des trucs, je vais acheter. Et elle nous a expliqué que une semaine après, je crois, donc elle est hyper bonne, hein, en marketing digital, c'est son expertise. Donc elle teste les pubs avec ci, avec ça, machin, nanana. Et elle s'en foutait un peu, quoi. Elle dit, tiens, je vais faire un test. Elle aime bien faire des expériences. Je vais faire un test. Je pense qu'elle a multiplié, je sais pas si elle a pas multiplié par 10 le prix, en fait. C'est-à-dire que du coup, elle te le mettait à 100 dollars ou à 150 dollars. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait autant de ventes. Dingue, hein? Dingue. Et en fait, bah voilà, après, elle a présenté le truc, elle a mis le marketing qui allait bien. Et puis, ben, c'est vrai que, elle a interviewé, je sais plus, 10 ou 15 personnes. Et elle a eu autant de ventes. Donc, c'est pour ça, ça me fait penser à ça, Yannick, quand je te dis essaye. Alors après, ça peut être un peu bizarre parce que si tu as des clients, ouais, je sais pas, c'est une idée que j'ai, mais en même temps, je vois pas trop comment tu peux la réaliser. Parce que si tu as des clients habitués, ils viennent et puis ton coussin, il est à 30 euros, puis la semaine d'après, il est à 50, ils vont rien comprendre. Il faudrait que ce soit des nouveaux, tu vois, ils rentrent, ils le voient à 50 et finalement, ça les choque pas. Je sais pas trop, est-ce que quelqu'un aurait une idée? Je sais pas trop comment tu peux tester ça, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, une hausse de taille, alors c'est pas annoncé, j'augmente mes tailles, parce que ça se fait aussi. À partir de maintenant, hop, mes tarifs vont augmenter. Bah, comme moi, j'ai pu le faire avec le club là, effectivement, dans quelques mois, je vais augmenter le tarif, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça, c'est tester sans le dire en fait. Mais du coup, avec une nouvelle clientèle. Donc, c'est qu'en présentiel, dans la boutique. Ah si, je sais. Il faudrait que tu testes, mais en prenant le risque, hein. Il faudrait que tu testes en allant. Imagine, tu fais un salon. Tu fais un. Ah, mais pourquoi il veut pas? Elle veut pas. Ma souris, elle marche pas. Ah. Tu fais un salon, un marché. Tu vois? C'est comme ça qu'il faudrait essayer. Tu vas sur un marché dans une ville où tu n'as pas d'habitude. Tu vois, c'est pas ta clientèle habituelle. Et là, tu testes. Alors, tu prends le risque de rien vendre, hein, bien évidemment. Mais bah, à ce moment-là, tu pourras faire des promos pendant le marché. Tu vois bien, tu as l'habitude, tu vois bien les gens, en général, ils achètent au début, ils achètent machin, tu vois bien que tu vends rien, c'est que ça va pas. Mais avec l'argumentaire qui va bien, ça sera un test à faire à un endroit donc différent de d'habitude et tout, de tester, voir si le prix est supérieur à ça. Et je vous jure qu'à mon avis, on peut être très très étonné, hein, que finalement ça passe, hein, et que les gens ils achètent. Alors, mais elle m'énerve, elle ne savait pas descendre ce truc-là. Alors, Sandrine, après, ça dépend de la renommée. La renommée de qui, Sandrine? Ah, pardon, ah, ça y est, excuse-moi, j'en ai raté un. Alors, je connais un coach en marketing qui met ses coachings à 900 euros les 45 minutes, car il veut plus en faire et il a tout de même des coachings. Ah non, mais ça, elles le disent toutes, hein, toutes les marketeuses, hein, effectivement. Il y en a qui sont à 1000 euros de l'heure, mais il y en a qui sont encore plus que ça, hein, et ils ont du monde, hein, et voilà, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que si on met ces prix trop bas, les gens n'accordent pas de valeur. Et des fois, en mettant des prix délirants, les gens se disent, ah, ça doit être super top, méga génial, parce que pour avoir un prix pareil, et alors, après, est-ce qu'on attire les clients idéaux? Je ne sais pas, parce que moi, je dis, on est un peu gogo pour se faire mais ça marche, donc Sandrine, ouais, la renommée, mais la renommée pour moi ne veut pas forcément dire la qualité de la personne, hein. On est toujours sur de la comédie marketing, hein. C'est tout, hein.
Donc, avec, je te dis, et c'est ça. Le problème, c'est qu'avec les outils marketing et com qui vont bien, on peut passer ces prix super élevés. Donc, Sandrine me dit, je me dis qu'augmenter nos prix nous permettrait d'atteindre nos clients idéaux. Ben voilà, bah, tu vois, ça rejoint. J'avais pas lu ton truc, ça rejoint. Je suis d'accord avec toi, Sandrine, ça rejoint ce que je disais, c'est que mettre un prix assez élevé, finalement, et ben, ça peut nous permettre de joindre la clientèle qu'on veut, tout à fait. Petite pub Facebook ciblée, même pub et tarifs différents. Ouais, Sandrine, ça c'est bon pour nous, mais Yannick, elle a une boutique en physique. Donc, du coup, c'est pas. En physique, c'est plus difficile. Après, Yannick. Pour Yannick, tout dépendra du tissu, du fil qu'elle peut utiliser. Si elle crée des broderies avec des fils spéciaux. Tu veux dire quoi, Yannick? Elle pourra, si elle met des fils de dorés, machin, elle pourra vendre beaucoup plus cher, c'est ça? Mais toute la question est, est-ce que déjà c'est le bon prix en fait, hein. Il y en a peut-être qui sont au beau prix, hein, les filles. Je dis pas qu'il faut tout révolutionner demain, hein. Je vous dis, posez-vous la question. Et donc, bah, testez ces prix. Donc, comme le dit Sandrine, nous, sur le net, ça peut être plus facile, hein. Je pourrais faire une campagne de pub en disant le club, il est à machin, puis je verrai bien ce que ça donne. Euh, pour une boutique en physique, changer tous ses prix du jour au lendemain, alors qu'elle a des gens qui sont dans la ville, qui passent, elle a des habitués, c'est un petit peu plus difficile. Je vois moins. Ou alors, faire un nouveau produit, comme le dit Yannick, un nouveau produit avec d'autres fils, d'autres trucs, en montrant que ça, c'est le produit top gamme, et là, vraiment, monter d'un net cran le prix du produit. Il faut tester, en fait. Alors après, ça dépend de tes prospects ciblés. Ben oui, Sandrine, ça rejoint ce que disait l'autre Sandrine. Tes prix, mais après, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est que finalement, on n'ose pas mettre des prix élevés, mais finalement, ça rejoint peut-être notre syndrome de l'imposteur. Si on était hyper sûr de nous, d'accord, et qu'on se dise, bah, mais moi, ce que je vends, enfin, ce que je vends ou ce que je produis, voilà, ça vaut vraiment de l'or. D'accord? Et donc, ben, je vais toucher des gens qui sont capables de comprendre ça. Alors, pas forcément qui sont capables de le payer, parce que je vois toujours dans nos coachs marketing, là, qui eux savent, elles et eux d'ailleurs, savent se vendre super cher. Il y a des gens qui font des emprunts hein, pour se les payer. Il y a des coachings à 10 000 euros quand même, quoi, hein. Alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais en tout cas, je lis des gens qui. Il y a le coach qui dit que ses clients ont fait un emprunt, mais il y a aussi des gens qui disent qu'elles l'ont fait et qu'après, du coup, ça leur a ramené des clients et qu'ils ont eu un retour sur investissement. Mais donc voilà, effectivement, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'on vise des gens hauts, donc on met des prix hauts, ou est-ce qu'on veut avoir des clients et du coup on met des prix moins élevés, mais est-ce que c'est nos clients idéaux? Enfin, c'est un peu, tout est imbriqué, c'est un peu compliqué. Alors, Jannick, j'ai une amie qui avant avait des prix bas pour ses bijoux. Elle a juste modifié les prix, changé quelques éléments, elle a multiplié ses prix par 4 et elle a beaucoup plus de clients. Les filles, ben, je crois qu'on va tout tester. Donc, à partir de demain, l'abonnement est multiplié par 4. Non, pour les prochaines. Elle pourrait essayer de trouver un nouvel article en série très limité pour une période donnée, l'annoncer comme une offre. Ah, excellent, Yannick. Yannick, t'es toujours là? Ah ouais, pour tester. Tester l'offre limitée, en fait, qui, elle, ne va pas te coûter plus cher, d'accord? Qui te paraît pareil, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit un truc où tu mets 10 fois plus de temps avec des filles qui coûtent 10 fois plus cher et tout, sinon ça n'a aucun intérêt, d'accord? Faut que toi, pour toi, ça revienne à la même chose, sauf que, bah, effectivement, c'est un produit limité où tu trouves un argument marketing et tu testes cher. Et puis bah, après, si ça ne se vend pas, tu diras que tu fais une promo en la mettant au prix normal. Mais ça peut être, ouais, ça peut être, ah ouais, ouais, bah, c'est ça peut être pas mal, hein. Très, très bien, super les filles, génial. Génial. Mais donc, on a vraiment des questions à se poser sur nos prix quand même, hein. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on est vraiment bien? Est-ce que ce qu'on vend, enfin, est-ce que la valeur qu'on met dans ce qu'on vend est vraiment rémunérée correctement? Eh ben, je vous invite à vous poser la question. Donc, attention aux produits qui ne sont pas rentables aussi, hein. Ça, c'est encore pour Hélène quand on fait ses calculs de rentabilité. Il y a des produits, ça n'est pas le coup. Bon, en plus, Hélène, on en a déjà parlé, hein.
Donc, il y a des choses, ça vaut pas le coup. Faire un atelier à 15 euros quand on a 2 personnes et qu'on y passe 3 heures, excusez-moi les filles, mais c'est même pas le SMIC, quoi. Donc, niet, quoi. Niet. Ok, on a tenté, ça n'a pas marché, bon, bah tant pis, hein. Ça n'empêche pas de retenter en mettant des prix super chers, si ça se trouve. Comme le dit Yannick, on va peut-être avoir du monde cette fois. Donc, attention à ce qui ne rapporte pas, on élimine, on les enlève et puis tant pis, même si c'était notre produit chouchou, et ben tant pis, on le fera le dimanche pour se faire plaisir et puis c'est tout. Donc le prix trop bas, ça fait douter de la qualité. Et puis, ah oui, un autre truc intéressant aussi, c'est de proposer une gamme de prix en fait. Bah, il va y avoir le prix accessible à tout le monde. Bah, c'est un peu ce que fait Starbucks avec le prix de ses cafés, quoi. Il y a le café de base accessible à tout le monde, enfin qui est quand même cher. Puis après, il y a celui avec les parfums divers et variés, machin. Puis après, il y a celui avec la mousse avec ton nom dessus, avec je sais pas quoi, avec truc. Hein. Voilà, c'est pas mal aussi d'avoir plusieurs gammes quand c'est possible, hein, bien évidemment. Alors oui, moi je n'ai pas hésité à annuler des ateliers lorsque j'avais pas suffisamment d'élèves. Bah ça c'est clair. Hein. La mini-moi a sévi grave sur ce coup-là. Oui Hélène, je sais, bah tu sais bien hein, que la mini-moi a été largement inspirée par tes réflexions quand même. Alors, petite synthèse. Donc, pour fixer ses prix. Alors, il y a quand même aussi là, on va revenir sur du un peu perché, c'est-à-dire il y a aussi l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se sente à l'aise avec un prix. Je me souviens parce que j'avais une formation, bah, je crois qu'il y avait Yannick, tu étais peut-être là cette formation, je me souviens plus, où j'avais parlé donc de prix et il y avait une participante là qui était photographe et qui nous avait raconté une histoire très intéressante, qui était que donc elle est spécialisée, bah, celle qui a fait mes photos pro en fait, hein, donc elle est spécialisée en photos portraits. Photos de personnes, alors plutôt corporate. Alors après, elle peut faire aussi des familles et tout ça, mais elle fait pas les mariages, elle fait pas les objets, elle fait pas les animaux, elle fait pas. Bon, elle est plutôt voilà vraiment dans le portrait individuel ou de groupe. Et elle avait une cliente qui lui avait demandé de faire un reportage justement une manifestation, je crois, un reportage, un truc, et ça la saoulait. Elle n'avait pas envie d'y aller. Puis en même temps, bah, comme tout le monde, on se dit, ah, refuser un contrat, c'est un peu bête et tout. Et elle se disait, mais combien, qu'est-ce que je mets comme prix et tout. Et elle a une amie qui lui a donné un bon conseil et qui lui a dit, mets le prix auquel tu te sentiras heureuse d'avoir fait cette prestation et du coup, ça comblera le fait de ne pas avoir envie et que c'est pas ton truc et que c'est pas un truc qui te satisfait en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant de se dire, eh ben, faire ça, ça me plaît pas forcément, mais si elle me donne tant d'argent, eh ben, la satisfaction monétaire comblera l'insatisfaction de faire le truc. Et ben, c'est ce qu'elle a fait et la cliente a accepté. Donc elle se disait, bah, avec ce prix-là, c'est complètement délire, hein, l'autre, elle acceptera jamais. Elle a accepté. Donc c'est intéressant aussi de voir les choses sous cet angle-là. Donc ça, c'est parce que c'était un truc qui lui plaisait pas. Mais vos prix, il faut que vous sentiez donc une émotion positive qui est un équilibre entre je serais satisfaite parce que j'aurais vraiment l'impression d'être payée à ma juste valeur, voilà, mais qui vous emmène pas vers la culpabilité. Ah ouais, mais non, mais mes pauvres clients, ils peuvent pas, mais d'accord. Faut trouver le juste équilibre. Mais comme dans beaucoup de choses que je dis, vous vous posez, vous fermez vos yeux, vous prenez une grande respiration et vous réfléchissez à votre prix pour cette presta et vous allez voir que ça va aussi. Il y a des choses qui vont sortir naturellement, instinctivement ça peut être le juste prix. Hein. Donc alors, le prix avec lequel on se sent bien, la valeur qu'on se donne, on l'a fait, la valeur qu'on apporte au client, d'accord. Et puis bah donc maintenant vous n'avez plus qu'à regarder offre par offre quel prix vous pouvez utiliser. Alors, dans ce cas-là, j'ai l'impression de voler les. Dans quel cas, Yannick, tu as l'impression de voler les gens quand c'est le prix pour lequel tu te sens bien? Alors,
il y a un truc très important, hein, Yannick, c'est que les gens, tu leur mets pas un couteau sous la gorge pour qu'ils ouvrent la porte-monnaie, pour qu'ils t'achètent tes fabrications, ok? D'accord? Personne ne les oblige, tu les enfermes pas dans ton magasin, tu les prends pas en otage. Donc, tu leur fais pas non plus la danse des sept voiles en leur mentant, en leur disant que le truc, il va leur apporter la joie, l'amour et la paix chez eux et machin. Tu fais pas du baratin, d'accord? Donc, à partir du moment où ils te payent, tu les as pas volés, ok? Donc, si tu proposes un prix, si personne te les achète, tu as l'impression de voler personne. Si les gens te l'achètent, bah, c'est que c'était le juste prix, enfin, c'est que ça le valait. D'accord? Tu les auras jamais obligés à t'acheter, je sais pas combien ça vaut un coussin, mais d'accord. Donc, elle est où la notion de vol là-dedans? Ok? Alors, je dois vous laisser. Bonne soirée. Au revoir, Sandrine. T'écouteras la suite sur le replay. D'accord? Yannick, je te dis, hein, tu les voles pas. Ils ont accepté, hein, c'est négocié le prix. Ils achètent ou ils achètent pas, hein, donc il n'y a pas de vol. Ok? Alors, pour conclure, je vais vous raconter une petite histoire, justement, sur vos prestations sont trop chères. Donc, celles qui ont déjà un système d'information la connaissent. Donc, Guillaume et Chantal possèdent une maison chauffée au fioul. C'est l'hiver et le chauffage tombe en panne. Guillaume grelotte toute la journée et finit par demander à Chantal si elle accepte de rester à la maison le lendemain pour faire venir un plombier en urgence. Bon, on oublie le côté macho de cette histoire, hein, c'est pas l'objet. Le lendemain, le plombier arrive et fait le tour de l'installation pendant 12 minutes. Il colle son oreille sur les canalisations, regarde la chaudière sous tous ses angles, il ouvre sa boîte à outils, se saisit d'un petit marteau et donne un petit coup sec sur un angle du tuyau qui longe le mur du sous-sol. La chaudière repart, le chauffage est fonctionnel. Chantal entend les glouglous à travers les canalisations, elle est ravie. Elle demande combien vous dois-je? Le plombier répond 200 euros. Chantal fait le chèque, mais ne peut s'empêcher de penser que 200 euros, c'est tout de même cher pour 15 minutes de travail. Le soir, Guillaume rentre du travail et constate avec plaisir que le chauffage est reparti. La température est agréable. Il soupire de satisfaction. Il dit à sa femme, il est bon le plombier, il a visiblement su résoudre notre problème. Et combien a coûté la réparation? Chantal répond 200 euros. Guillaume s'écrit que c'est cher. Est-il resté longtemps? 15 minutes. Quoi? On va lui demander une facture détaillée. Ils envoient un mail au plombier lui demandant de leur fournir le plus rapidement possible une facture détaillée de son intervention. La réponse arrive 15 minutes plus tard. Objet. Facture destinée à Guillaume et Chantal, 200 euros. Détail des travaux. Coup de marteau égale 1 euro. Savoir où il fallait mettre le coup de marteau, 199 euros. Coût total, 200 euros. Voilà, donc je vous quitte sur cette petite histoire qui vous donne matière à réflexion. Yannick, tu n'es pas trop cher. Et puis, je vous dis à bientôt. En tout cas,